Moi j'ai une autre question de la part de Maxence, posée spécialement pour toi. Petite Le surprise. traquenard, on y est. Allez, on est parti. Sunderlight Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui nous recevons un acteur que vous avez pu voir dans la série Phénomène Scam France où il incarne le rôle central de la saison 3, Lucas Lallemand. Il était en binôme notamment avec quelqu'un que nous avons reçu dans Clapement 5 il y a un an, Maxence Danet-Fauvel. Victor Metelet, exactement, place de petits noms. Non, c'est Maxence Danet-Fauvel. Vous avez pu le voir aussi au théâtre ou encore au cinéma. Il sera notamment à l'affiche bientôt du film Slalom avec Jérémy Régnier. Merci Axel Lorient d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, je suis très heureux. Ça nous fait très plaisir. Je vais te présenter les clapeurs qui vont t'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, nous retrouvons une clapeuse productrice qui attend impatiemment que Scam France fasse une saison centrée sur elle. Elle risque d'attendre encore longtemps, c'est Elsa Morel. J'essaie, j'envoie des petits messages et tout, mais on me dit non. Mais on les a reçus, Elsa, on n'en peut plus. Faut arrêter. Ma vie est pas assez intéressante, ça va pas. Je rigole, c'est pas vrai. Et avec elle un clapeur journaliste qui dit être un pro du ski et slalomé comme personne. Non, on a peur qu'il finisse comme Michael Schumacher. C'est Gabriel Simon. En vrai, j'ai même pas ma 12e étoile, donc on va peut-être... On va ignorer la fin de ta phrase? Ok, on va ignorer la La fin fin, on de ta l'a phrase. pas entendu. On va dire qu'on l'a pas. Terrible. Ça va bien, tout le monde est en Ça- forme. Bah, du coup, Comment je vais bien mourir. présenter ces clapeurs? Plus que Michael Schumacher. Déjà, on dit Schumacher. On dit Schumacher. Schumacher Oh voilà, tu te moques de... Voilà, non mais ça va. mais je Non, crois mais qu'il y en avait Schumacher, deux. c'est pas le pilote? Oui. Non mais c'est Joël Schumacher, ça c'est le Ah, réal, oh là et là. Michael Schumacher. Ça Non, commence. mais il voulait faire genre, il était cinéphile et tout. On a compris, Aurélien. Mais Oui. dans la vanne, ça aurait été drôle de mettre Schumacher. C'est juste que j'ai raté. Hein. Je l'assume Je l'échec. rigole, non, c'est bien. Il y avait un double sens, c'est ça que tu voulais faire. Ah, c'était l'objectif. Vous l'avez pas compris, Bien les gars. rattrapé. On est deux contre deux, tu sais. Ok, y a quoi? On est connectés. Comment est venue ta passion du cinéma, Axel? En tant que Cinéphile et même après, comment ça t'a encouragé à devenir acteur? du coup Déjà, je sais pas si je suis je pense qu'elle est la passion du jeu est arrivée avant la passion de regarder des films. Honnêtement, elle est venue sur le tard. Je pense que le premier déclic, ça a été 3 souvenirs de ma jeunesse. D'Arnaud de Desplechin. Desplechin que j'ai vu au cinéma et qui a été ma première grosse claque. Et c'est à partir de là où j'ai commencé tout à coup à m'intéresser à des films beaucoup plus éclectiques, de plein de genres différents, de styles différents. Et voilà. Mais c'était nourri déjà par un désir de jeu et par un désir de voir des acteurs jouer à l'écran. Et je pense que c'est arrivé un peu en même temps. C'est-à-dire que c'était mon année terminale où j'ai vraiment découvert... non, je crois que c'était en première. Le mec qui- ok, je crois que c'était en première et c'est vraiment là où j'ai découvert l'exutoire qu'était le jeu et à quel point ça pouvait être... Ça te permettre de t'exprimer? Ouais, mais enfin, ouais, de m'exprimer, parce que moi je voulais faire de la musique et en faire ma vie, du moins mon métier, mais de continuer dans cette voie musicale-là. Et tout à coup, j'ai trouvé un nouveau moyen d'expression avec le théâtre, avec les mots d'un autre, avec les mots d'un personnage. Et il n'y a pas de chute. Non, mais c'est très bien. C'est un peu arrivé en même temps, en fait, le Et, plaisir du jeu et de regarder des films. Et t'as fait la troupe des sales gosses, c'est ça? C'est ça, en les fait... sales gosses. Que connaît Thomas Olivares que nous avons reçu, parce qu'il était dedans aussi. Mais en fait, j'ai son commencé frère qui- avec le frère de Thomas. C'est ça. Qui est mon papa de théâtre, D'accord. qui s'appelle Olivier Soliveres, qu'on embrasse. Pardon. non, mais... Ouais, Big up. Big up. Je jouais un lutin au Père Noël au théâtre des Mathurins pendant 2 ans. Dans ma tête, j'étais Brad Pitt, mais en collant jaune. Ce qui est beaucoup moins impressionnant. Mais c'est bizarre. Du coup, c'est avec ce personnage-là que j'ai commencé déjà à être intermittent, à travailler, à découvrir la rigueur d'une exploitation théâtrale, à découvrir l'effet de troupe, pas l'effet de troupe, mais la vie de troupe, le fait d'être en compagnie, puis de se soutenir, puis de tenir une exploitation théâtrale longue. Et puis c'était tout à coup, tu découvres... Enfin, je découvrais tout ce qui m'avait fasciné. Ça répond pas du tout à ta question, mais grâce à Olivier, j'ai découvert tout ce qui m'a fasciné. Et tout ce qui me fascinait, l'envers du décor, de voir les coulisses du théâtre, de voir les loges. Je croisais Lucchini dans les loges.
On faisait pipi dans les pas mêmes mal. toilettes. Non, c'est vrai. D'ailleurs, cette expression est restée au théâtre des Mathurins. Ah ouais. On dit plus je vais dans les toilettes, on dit je vais chez Lucchini. Enfin, je sais pas, mais non, mais c'est resté de la troupe du Père Noël. Il le prendra bien. Je suis pas sûr de cette. La langue française, je sais pas imiter. Il nous regardait assez mal. Ah non, bon non, Lucchini non, mais parce qu'on était des lutins et on Ah oui. utilisait ses toilettes. Ah oui, d'accord. Oui. Enfin, ses toilettes. Mais c'est-à-dire qu'il allait jouer et il voyait un lutin en collant jaune avec un pistolet à eau. Enfin bref, voilà. Enfin, je sais pas s'il le prenait très mal. Le mec, il balance. On des lui a fautes. pas demandé. On a hâte de le recevoir pour lui Écoute, poser la question. Si c'est possible que tu lui poses la question. On fera ça. Ok, on peut faire si jamais tu reçois un jour Lucchini, Ouais. tu peux lui poser la question, s'il te plaît. Ouais, celle-là. Aurélien. D'accord. y a Vraiment. aucun souci. On C'est peut noté. se serrer la main. On Trop prend cool. acte et Merci. On va le Vous noter. êtes là, on se serre tous la Allez. main. On garde Ça fait du confiance. bien dans cette période de On Covid. garde confiance. On est tous testés, les gars. Oui. Oui. Il y a On On ne aucune- joue pas avec les règles. Non, on ne joue pas avec la sécurité de la France. Elsa, tu avais une question. Oui, t'es né à Besançon, si je dis pas de bêtises. Non, pas du. Pas du tout. Eh bah yes. Comment t'as eu cette info? Mais c'est faux. Bah oui. Mais c'est sur ton Wikipédia. Écoute, non, je rigole, c'est vrai. Comment mettre mal à l'aise les gens? Tu as commencé aux Algos? Non, pas du tout. Non, mais, oui, mais non, mais je je me suis né à demandais à Besançon. quel moment t'es allé à Paris quand t'as voulu devenir comédien ou parce Quand que- j'avais 8 mois. Donc Ah, honnêtement, ok. je pourrais être. D'accord, parce que je me demandais s'il y avait une raison pour laquelle t'étais monté à Paris pour devenir comédien ou si c'était. Non, honnêtement, non. Je suis arrivé à Paris très tôt et D'accord. j'ai pas trop. Donc oui. Enfin, Besançon, c'est quand même ma terre natale. Il me reste que ça, les gars, arrêtez. Non, mais j'y retourne. Enfin, je passais tous mes étés là-bas et j'ai encore de la famille là-bas. Enfin, j'ai pas mal d'attaches, du moins des amis de mes parents très proches qui sont comme la famille. J'aime bien être très clair. Non, voilà. Pardon. Moi, j'écoute ça. Attention. Cette table Voilà. a pris cher. Non, en tout cas, ça n'a D'accord. aucun lien avec le fait d'être Ok. comédien. Gabriel. a une Mais question. justement, est-ce que quand on est comédien, c'est à Paris que ça se passe ou on pourrait réussir dans d'autres villes de France ou Honnêtement, on peut réussir. Je trouve aujourd'hui, il y a des pôles culturels assez. Voilà, par exemple, autour de Nantes, autour de Lyon, autour de Marseille aussi. Il y a des régions où tu peux trouver des tournages, des pièces de théâtre. Puis, faut pas oublier que, on a tendance à l'oublier, mais la décentralisation théâtrale, par exemple, elle est très présente, d'autant plus avec tous les théâtres nationaux qui sont un peu partout en France, notamment à Besançon, il y en a un. Donc tu peux créer aussi ta compagnie n'importe où en France, et après là c'est un peu plus compliqué avec la période actuelle, mais je veux dire... Ouais, je pense que tu peux travailler dans toute la France. Après, c'est sûr que majoritairement pour les castings, pour rencontrer des agents, des réalisateurs, c'est quand même plus à Paris que ça se fait. Et tu as quand même plus de chances de passer de casting si, je pense, tu es à Paris. Et, du moins, c'est quand même c'est quand même le centre névralgique, j'ai l'impression en tout cas de c'est pas comme aux États-Unis où si t'es à Los Angeles, à New York, tu trouveras du taf. Là, je pense tu trouves plus de travail à Paris, mais ça dépend ce que tu veux il faire. n'y a pas de barrière absolue? Exactement. Si Si tu veux être régisseur, tu peux être régisseur dans toute la France. Puis tu peux bouger en fonction de tes contrats. Pareil, si tu veux être comédien de théâtre, où c'est quand même une vie un peu itinérante. Si tu as ta propre compagnie, voilà, la vie de tournée, elle est n'importe où tu es basé, au final, tu pourras faire une tournée. Mais j'ai l'impression, l'image, je pense que c'est plus compliqué, en tout cas, d'avoir accès à des plus gros rôles quand tu es à Lyon, à Marseille, que quand tu es à Paris. Et qu'est-ce que le théâtre t'a appris sur le cinéma, en tout cas le cinéma ou la série, sur le jouer derrière une caméra? Qu'est-ce que la scène t'a appris pour la caméra? Est-ce qu'on comprend ma question? Pas sûr. Hein. Moi, j'ai compris, Aurélien. C'est bon. Non, je rigole. Non, je rigole. Alors j'étais. Je pense que ça t'apprend de la technique et je suis pas sûr que le théâtre en vrai t'apprenne. Ça t'apprend la technique, ça t'apprend à. C'est deux jeux qui sont qui gardent la même nature, qui ont la même nature, mais qui pourtant sont j'ai l'impression diamétralement opposés. Voilà, une caméra, le moindre regard, elle va le capter, le moindre mouvement de sourcil, de lèvres, elle va le capter et puis pareil, c'est deux jeux totalement différents. Le théâtre, c'est quand même l'absolu du moment présent, à partir du moment... Et puis tu vis une histoire du début à la fin, tandis que le cinéma, tu refais des prises et tu as beaucoup moins cette vision globale de ton jeu. Ton jeu au théâtre, il est nourri en fonction de la représentation, déjà de tout ce que tu as vécu de la journée, mais comme au cinéma. Mais sur le moment du présent aussi, parce que tu as vécu juste avant, au début de la pièce. Je sais pas si c'est très clair. Alors qu'au cinéma, le fait de refaire... C'est un jeu qui est... Au final...
très différents, j'ai l'impression. Je sais pas si ça répond à ta question, Si, mais très bien. en tout cas là maintenant, j'aime bien être précis en vrai, Ah, vas-y. mais je sens que ma pensée peut vraiment évoluer. C'est-à-dire Non, que ça se mais trouve, ce que je te dis c'est là, je me dis, intéressant. mais t'es vraiment con en fait. Mais en tout cas là, à première vue, j'ai pas l'impression que j'ai vraiment appris à jouer devant une caméra grâce au théâtre. Je pense que c'est plutôt l'inverse, justement. J'étais plus dans une expression exacerbée de certaines choses, qu'il fallait au contraire être plus sur le détail, plus sur l'intériorisation, plus sur le regard. Moi, je me souviens d'un de mes premiers castings pour un film qui s'appelait Jamais contente d'Émilie Deleuze, où la directrice de casting dit si tu ressens rien, ferme ta gueule. D'accord. J'étais là, wow, c'est Ok. yes, très violent. Mais en fait, elle avait raison. En fait, il y a un truc où non, elle me disait, c'était pas du tout ce qu'elle me... mais elle me disait un truc genre en mode Elle t'encourageait à la sobriété. à la sobriété Ouais. et plus à mettre un regard vaut 1000 mots. Et au cinéma, cet adage prend tout son sens, j'ai l'impression. Mieux vaut et parfois on a tu vois des scénars où c'est très bavard et en fait en un regard tu peux exprimer Bah, je trouve que c'est ce que tu la réussis pensée, quoi. dans Scam, dans la saison 3 notamment. Il y a plein de séquences où le mal-être de ton personnage passe par les regards plus que par les mots, quoi. Et c'était une des volontés. Enfin, avant de tourner Scam, on a fait beaucoup de réunions avec David, de préparation, de Le réalisateur séances de David travail. Orek, ouais. David Orek que j'embrasse. Papa, coucou. Non, et justement, on voulait cette intériorité-là, cette complexité aussi. Ça amène beaucoup de complexité, je pense, à un personnage d'être plus dans le regard que dans la parole. Et voilà. Et ça, c'est réussi, Elsa. Mais du coup, en parlant de Scam et de ton personnage, Maxence, l'année dernière, nous expliquait qu'il avait une manière de travailler son personnage très en profondeur. Par exemple, pour les phases down de sa bipolarité, il restait couché dans son lit et tout pour vraiment travailler ça. Est-ce que toi, tu as une manière un petit peu aussi plus en profondeur ou t'aimes bien travailler ton personnage moins peut-être d'une manière extrême, peut-être comme peut le faire Maxence? Non, moi je suis vraiment. C'est aussi pour ça, je pense qu'on a eu tout de suite cette connexion magique avec Maxence. C'est au-delà du respect qu'on peut avoir pour le travail de l'un et de l'autre, je pense qu'on a tous les deux une façon de travailler qui est assez congruente au final dans la forme, peut-être pas dans la manière de le faire et dans la technique, mais moi du coup c'est pas dans la forme, dans le fond plutôt, d'aller au bout, de vraiment ressortir des choses et de mettre tout ça au service du texte, mais que ce soit des sentiments viscéraux et profonds. Après ça paraîtrait ça fait un peu je me la pète genre, mais non mais je veux dire on est plus enfin tu vois il y avait des moments où on était frustré par une scène jusqu'à ce qu'on la refasse parce qu'on ressentait pas ce qu'on voulait ressentir, on ressentait pas quelque chose de très fort et c'était aussi enfin on a vraiment vécu cette aventure avec toute l'équipe, mais ça faisait aussi partie de ce qu'on s'était dit avec David en amont du tournage, qui était que tant qu'une scène n'était pas vécue et qu'elle n'était pas ressentie par tout le monde, on la lâchait pas, quitte à prendre 2-3 heures sup par jour. C'est ce qui s'est passé. On recommençait pour vraiment se rapprocher au plus près de nos personnages, de nos sentiments et de sentiments profonds au final. Et je pense aussi que c'est ce qui a fait que ça traverse l'écran et que le spectateur se sent touché. Je pense que si toi t'es pas touché par ce que tu racontes et par ce que tu vis, le spectateur ne le sera pas. Mais c'est un peu la règle. Moi en tout cas c'est la règle et que j'essaye d'appliquer le plus à mes personnages et au théâtre pareil. Si tu ne vis rien, si tu n'es pas en réaction avec le moment présent, avec ton personnage et avec ce que vit ton personnage, je pense que le public ne sera pas touché et c'est un peu le principe de raconter une histoire. C'est comme quand un pote va te raconter une histoire, je sais pas pourquoi je regardais la caméra, s'il y avait une quatrième personne, cinquième personne, sixième, septième. Non, c'est comme si tu racontes une histoire à un pote et que tu dis bah voilà, donc à ce moment-là on a mangé des Ferrero Rocher, et tu dis mais donc à ce moment-là putain mec c'était incroyable, genre on a mangé un Ferrero Rocher et de voir dans les yeux tout à coup de sentir ça, c'est clair, ouais. la personne un peu traversée par un sentiment quelconque mais fort, je pense que fait pour le spectateur, enfin le spectateur ressent un peu plus ce sentiment-là que si quelqu'un n'est pas traversé par. Non, c'est Non, mais c'est hyper intéressant. Gabriel. Et à propos justement de ces sentiments, est-ce que les sentiments que tu voulais vraiment transmettre, c'était ceux de Lucas, ou est-ce que tu t'es approprié le personnage? Est-ce que tu t'es reconnu en lui, ou est-ce que tu as mis une limite nette entre d'un côté il y a Lucas et de l'autre côté il y a moi? Encore une fois, non, parce que les phrases auxquelles je pense, je me dis mais ça fait tellement comédien alors que. Non, mais Toi, t'es comédien. Merci. Je peux enfin. Honnêtement, c'est le premier personnage et le premier tournage où je me suis perdu
totalement. J'ai mis un mois à m'en remettre, mais un peu comme Maxence. Oui. Ça a été un tourbillon en fait, vraiment un truc. Le mec qui mime en même temps. Je me suis totalement perdu dans Lucas. Je savais plus. Enfin, il y a à partir du milieu du tournage, je savais plus pourquoi je pleurais. Il y avait des moments où je savais plus si c'était parce que c'était Axel ou parce que c'était Lucas. Je commençais à être perdu même dans voilà, je rentrais le soir et au final, j'avais du mal à me protéger de ce personnage-là de tout ce que j'avais vécu. Alors certes à une échelle de fiction, mais justement dans ce truc un peu viscéral, en essayant de s'approprier au plus les sentiments de nos personnages et de mettre nos sentiments à nous au service de ce personnage-là et de ce texte. Et ouais, je me suis vraiment perdu. Et au final, quand on voit des scènes, bah, en vrai, je suis très fier de Scam parce que je trouve. Déjà, je me vois pas moi, j'arrive à voir Elliot et Lucas. Et puis, parce que j'ai l'impression qu'on s'est laissé. On a lâché prise en fait dans ce tournage-là. Et c'est ce qui est le plus beau, je pense, quand t'es acteur, c'est tout à coup de t'oublier et de t'oublier toi-même et de lâcher prise. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé sur Scam et que ça se ressent à l'écran. En tout cas, en tant que spectateur. J'arrive à pas me laisser biaiser par ça, j'ai l'impression, oui, à ressentir des sentiments très forts. Je sais pas si ça répond à ta question. Ah si, tout à fait. On est vraiment dedans. Hein. J'ai vu que tu avais souffert un peu d'harcèlement, c'est ça, scolaire. Ça t'a permis de nourrir aussi ce que vit Lucas dans cette 3e saison. Oui. Ou même dans les deux Oui. D'accord. Oui. Très bien. Non mais si ouais. y avait si justement tu t'en étais vraiment servi consciemment ou inconsciemment. Oh, franchement, je saurais pas te dire si on s'en sert consciemment ou inconsciemment. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai vécu et que je l'ai en moi en quelque sorte. Et que en tout cas ces sentiments-là, c'est. Mais comme le sentiment de perte, je pense qu'en fait, il est inhérent à chaque être humain. On s'est tous perdus. Pas forcément sur notre sexualité et en fait je trouve que la saison 3 parfois est beaucoup trop ramenée à simplement la sexualité du personnage alors qu'en vrai c'est plus un questionnement d'identité auquel tout à coup Lucas est confronté et je pense qu'on l'a tous vécu, que ce soit pas forcément sur notre sexualité mais sur j'ai du mal avec le mot sexualité que ce soit oui, notre place dans la vie, de ce qu'on aimerait être, de ce qu'on aimerait faire, de qui on aimerait être, je l'ai déjà dit, mais avec nos potes, avec nos parents, avec nos valeurs qui sont sans cesse parfois renouvelées dans cette période charnière qui est l'adolescence. Et puis c'est un moment aussi où c'est très compliqué, même, enfin, je pense c'est un personnage qui tombe amoureux, mais même dans ce sentiment-là amoureux-là, je pense qu'il est nourri de cette perte-là qui est de te laisser vulnérable tout à coup à la vue d'un être et d'enlever un peu ton masque que tu t'es construit justement pour te protéger à cette période-là. Et puis c'est au-delà, dans cette période-là avec les réseaux sociaux, etc. Mais on est dans une génération qui est très violente de tout ça, de violence par le regard des autres qui prend de plus en plus une part importante et que tu retrouves en fait à l'époque. J'ai l'impression que le regard des autres tu l'avais quand t'allais, enfin à l'époque de nos parents tu l'avais quand t'allais au lycée, mais quand tu rentrais chez toi t'avais pas Instagram, t'avais pas Facebook, t'avais pas tout ça qui extrapolait vraiment le regard que tu portes à toi-même et le regard que tu portes sur les autres et je trouve qu'en plus au-delà d'apporter des questions qui sont qui sont en rapport avec tous les jeunes. Je pense que ça pose aussi plein de questions sociétales aujourd'hui, Scam, et je m'éloigne un peu. Non, mais c'est intéressant aussi parce que justement, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on a ramené un peu cette saison 3 aussi donc à l'identité, ou en tout cas aux préférences sexuelles. Mais au-delà de ça, ça parle aussi, je trouve, de masculinité, de qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Et on l'oublie peut-être un peu souvent quand on en parle. Toi, est-ce que tu as justement l'impression que représenter un personnage comme Lucas, comme celui d'Eliott, des hommes mais qui sont sensibles, ça a pu manquer aussi à la représentation de l'homme au cinéma ou dans la fiction en tout cas en général? Non. D'accord. Non, mais parce que je pense que, non et oui en fait, oui et non parce que je pense qu'il y a des films qui existent mais que les médias n'ont pas forcément relayé. Oui, mais par exemple, les gros films, ceux qui font le plus d'entrées, est-ce que justement, t'as pas eu cette impression-là que c'était beaucoup une masculinité très. Si. Ah, si, alors, exacerbée dans la virilité. J'avais pas compris ça dans ta question. Non, je pensais que. Peut-être flou, ouais. Non, mais. Parce que je pense qu'il y a des films auxquels on est passé à côté et qui, en fait, justement. Sont très justes justement sur une vision de la masculinité. Dernièrement, il y en a même Call Me By Your Name, il y en a ouais, mais même quand on a 17 ans, on était chiné, même Erased Boys. Ouais. Mais il y a plein de films comme ça
Mais même dans une histoire qui est faut se méfier du terme homosexuel, hétérosexuel, etc. Parce qu'on a tendance à mettre nous-mêmes dans des cases des personnages qui en fait parfois n'ont juste pas à être définis s'ils ne sont pas définis dans une histoire, etc. Mais même dans des films avec des histoires avec une femme, parfois il y a des je veux dire, la notion de masculinité, elle est très présente et parfois très juste, même dans des films avec, parce qu'on a cité que des films sur des histoires entre deux hommes, entre deux êtres qui s'avèrent être des hommes. Mais tout ça pour dire quoi? Non, je te demandais si oui, non, en tout cas, ce qui est sûr, et là où. Pardon, j'ai retrouvé ta question, mais tu peux la finir si tu veux. Non, c'est pas besoin. Toi, arrête. C'est parti. Yes. Belle imitation. C'est la seule que j'ai réussi à faire. Le cobra. Non, ce qui est sûr. Là où je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, mais c'est la télé en vrai. La télé qui, je pense, est dans une mouvance et on est à un virage qui est assez dingue et assez cool, et j'ai pas l'impression que les gens s'en rendent forcément compte, mais en fait le fait de rentrer chez les gens, je suis assez impressionné par la télé, c'est un truc qui me fascine un peu, le fait de rentrer chez les gens, le fait alors nous on est dans un milieu, en tout cas je parle pour moi, mais je suis dans un milieu parisien où tout à coup la culture est partout, tu as le chance d'être stimulé en permanence, de pouvoir justement te poser des questions, d'être questionné en permanence sur ton rapport au monde, sur ton rapport à la culture, sur le sens que tu donnes à plein de choses. Mais je pense que dans des endroits où justement la culture est plus difficilement accessible, la télé est un vecteur incroyable, un peu comme YouTube, c'est ce dont on parlait tout à l'heure dans le questionnaire Spielberg que je vous invite à retrouver sur la chaîne. Sortir la semaine prochaine. Yes, ouais. On est dans le futur. On est dans le futur. On tease. Mais il y a ce truc où c'est fait, la télé, c'est un truc. Je pense que pendant des années, on était dans un schéma archaïque, on avait peur de choquer, etc. Et en fait, on passe par maintenant avec Netflix, avec l'arrivée des plateformes, avec Amazon, etc., qui, eux, justement, ne sont pas contraints par la ménagère et par la peur de choquer. Tout à coup, les chaînes sont obligées de se mettre au diapason et commencent à enfin faire des fictions où les gens s'embrassent, où il y a des vrais bisous, où c'est plus simplement, même au niveau des jeunes, on donne enfin la parole aux jeunes dans un jeu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même dans une écriture qui est très réaliste et qui colle vraiment à ce que vivent les jeunes, pas simplement t'es relou maman, etc. Parce que je pense qu'il y a une mouvance aussi de jeunes réals, de jeunes scénaristes et aussi de jeunes directeurs, de nouveaux directeurs des programmes de fiction, et qui tout à coup sortent de ce schéma classique qu'on a vu, mais qui est délétère en fait. Maintenant c'est stop, on s'en fout, faut choquer la ménagère en fait. À un moment donné où on n'a plus le choix, quoi. Soit on fait des fictions réalistes et où on essaye de coller le plus possible à la réalité, soit franchement, moi ça me saoulerait de regarder la télé, d'avoir de rester dans ce schéma-là classique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ok. Gabriel. Non, si. Justement, je trouve ça super intéressant et je voulais te demander, est-ce que Scam, pour toi, c'est réaliste ou est-ce que ça exacerbe la réalité? Parce que quand on regarde la série, on voit aussi justement les lycéens qui font des soirées très souvent, etc. Genre, moi, j'ai regardé, je me disais, mais j'ai pas eu une vie aussi riche quand j'étais. La question, est-ce que Gabriel avait une vie bof ou est-ce que je l'exclus pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est justement, est-ce qu'avec Scam, où on présente une galerie de personnages extrêmement variés avec des thématiques très précises à chaque saison, est-ce que c'est réaliste ou justement est-ce que ça exacerbe la réalité pour pouvoir parler plus en profondeur de certains sujets peut-être? Je pense que c'est totalement réaliste. Ouais. J'ai pas trop d'argumentaire à cette question. Je vois très bien ce que tu veux dire et en même temps c'est un point de vue mais que je trouve très réaliste au final. Ils font pas tant de soirées que ça. Non mais pour l'avoir vécu, certes on a filmé des moments de soirée, mais c'est souvent le vendredi soir. C'est souvent et après moi on a eu un peu peut-être la même vie lycéenne. J'ai pas eu beaucoup de soirées, mais je n'allais pas à beaucoup de soirées, mais il y avait des soirées presque tous les week-ends. En tout cas, dans mon lycée, quoi. Mais, pas dedans, parce que je sais qu'il y a on fait dans la saison 3. Dans la saison 3, une séquence dans le lycée. Mais non, je trouve ça très réaliste. Et voilà. En vrai, les sujets, c'est des sujets que vivent toutes les personnes, mais c'est comment est-ce qu'on va les traiter? Est-ce qu'on, justement, on va faire attention à pas choquer, on va être dans un schéma archaïque d'ancienne fiction, ou est-ce qu'on
justement, on essaye de coller au plus près de ce que peuvent vivre des personnages. Et Scam, j'ai l'impression, est plus dans cette veine-là et dans ce chemin-là. D'autant plus parce qu'avant les tournages, on rencontre des jeunes. Après, ça veut rien dire, mais je pense qu'on est nourri aussi par l'expérience de la rencontre, d'aller au contact des jeunes. Et puis, après les saisons 3 et 4, on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, ce phénomène, si on peut appeler ça comme ça, nous a permis de rencontrer des jeunes, justement d'aller à leur rencontre. Enfin, moi, j'ai reçu des lettres qui m'ont fait pleurer à la maison, et pas qu'une seule, vraiment beaucoup, qui m'ont fait pleurer, ce que je veux dire par là. Et tout à coup, il y a des choses que j'ignorais aussi sur les jeunes, de ce que peuvent vivre les jeunes aujourd'hui avec les réseaux, etc. Sans faire le vieux, tu vois, mais enfin, si, en faisant le vieux, carrément. C'est normal, ça doit faire peur dans le genre de série de justement pas réussir à sortir du cliché dont tu as abordé. Et c'est une performance de Scam de réussir à parler aussi de façon aussi vraie de la jeunesse. Je me dis c'est la représenter, ça doit être difficile. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est moi, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est moi qui t'ai coupé, s'excuse. Je m'excuse aussi, moi, je sais pas pourquoi. Non, mais ça va faire une spirale. Non, c'est moi, je suis désolé, je t'ai coupé. Mais il y a ce truc, je pense, parce qu'au final, Scam, on ne l'a jamais abordé ça comme un sentiment. En fait, c'est des sentiments assez universels par lesquels on est passé et par lesquels on a été traversé. On a tendance à ramener, genre comme si, enfin parfois j'ai l'impression qu'on a tendance à dire oui, un homme qui va aimer un homme, bah ça va être un sentiment. On a tendance à mettre dans des pas dans des cases, mais dans des clichés de sentiments, alors qu'en vrai, on a voulu être dans un schéma très universel, c'est-à-dire que ce soit un homme, une femme, c'est la même chose. Enfin, c'est de l'amour et c'est de partir de ce sentiment profond et assez universel. Et je pense que c'est ça qui donne le côté réaliste, c'est qu'on n'a jamais jugé une histoire comme un homme qui oh là là, il est homosexuel. Non, comme un homme qui découvre qu'en fait il peut aimer une femme et un homme et qu'il est traversé justement par le même sentiment, le cœur qui bat, des papillons dans le ventre, et c'est des sentiments universels. Et je pense que c'est ce qui colle au fait que Scam soit réaliste, c'est que on passe par des sentiments universels sans les mettre dans un schéma de clichés et de mettre des sentiments dans des cases et de fausser au final les sentiments. Au final, la plupart des choses qu'on vit, c'est des sentiments qu'on traverse nous. Voilà. Donc on parlait de réalisme dans Scam, et dans Scam, tu as notamment ta bande de potes, et j'ai un petit jeu à te faire par rapport à ça. Si des acteurs de ton crew devaient être des professeurs, qui serait professeur de quoi ? Alors... Les acteurs ou les personnages ? Les personnages, ouais. Ah, les personnages. Arthur serait prof de jeux vidéo. Ok. Basile serait prof de... En fait, je vois Basile prof de français, mais genre le prof de français qui est très drôle, qui te sort des laïus interminables sur l'amour, alors que lui-même il galère avec sa meuf. Ça et Yann, prof de musique. Mais après, je pense que je suis biaisé par le fait de les connaître. Et les acteurs maintenant, ces trois mêmes acteurs, tu les mettrais au même endroit ou à d'autres Robin, prof de ouais, tous sauf Paul, que je mettrais prof de théâtre. D'accord, ok. Mais plutôt côté théâtre. Ouais. Moi j'ai une autre question de la part de Maxence, posée spécialement pour toi. Le traquenard, on y est. Allez, on est parti. Juste après Uba, donc ta chienne, quel est ton animal préféré de la Terre entière, me demande-t-il pour toi ? Je crois que c'est Brian. Ouais, je crois que c'est la réponse à Ok, j'ai vu Maxence il y a genre 2 jours et c'est la première fois de ma vie où j'ai parce que il était pas rassuré en général quand je prenais Brian. Il était enfin tu sentais qu'il restait à côté. C'est son serpent, précisons. C'est son serpent. Il a un serpent. Faut savoir que j'ai une phobie des serpents, mais vraiment en mode je me suis fait hypnotiser, j'ai payé très cher un mec. Ça n'a pas marché pour me désensibiliser aux serpents. Vraiment, mais une phobie en mode j'en vois à la télé, mon corps qui se serre et enfin qui se contracte. Et Brian, je ne sais si c'est l'alcool ou autre, mais j'étais très heureux, j'étais coucou et on était là, cette scène était surréaliste. Je lui disais vas-y, fais-lui un bisou sur la bouche, j'étais là allez mon petit Brian. Enfin vrai, j'étais totalement détendu et je kiffe Brian. Vraiment vraiment je l'aime énormément. Bon bah je crois que c'est la bonne réponse, hein. C'est la réponse qui était attendue par Maxence. Gabriel, non, pas de question. Très bien. Si. Ah non, j'ai cru que t'avoir vu. Non, J'ai cru avoir vu un mouvement de main. Non, mais je J'en ai une pensais au serpent. Vas-y. Non, T'as peur des serpents, Gabriel ?
Non, ça va. Ok. Ça va, mais par contre. Et on accueille tout de suite un boa royal, t'imagines? S'il avait des guêpes domestiques, déjà, ça aurait été plus. T'as peur des guêpes? Ah ouais. Ah ouais. Ah, vraiment, c'est danger. Ce que je voulais te demander, c'est est-ce que c'est pas difficile pour un acteur de jouer un personnage plus jeune? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça rende plus difficile, surtout dans une série où on a vocation à s'identifier au personnage pour des Je lycéens? pense pas. Je pense parce que déjà on a une chance, c'est qu'on fait plus ou moins tous jeunes. Et puis que déjà c'est des sentiments qu'on a traversés. Et après je pense que c'est un peu ça, être acteur au final, c'est déjà imaginer une histoire, un personnage et raccorder avec tes propres sentiments et tes propres expériences ce que vit ton personnage et lui donner corps. Et pour le coup j'ai l'impression que nos corps sont plus proches d'un lycéen que alors peut-être aujourd'hui c'est moins le cas, on attendait, enfin la saison 3 c'était il y a 3 ans quand même. Deuxième coup de vieux dans l'interview. Non, au final, je pense pas que ce soit un obstacle ni que ça biaise l'œil de spectateurs et de jeunes lycéens qui essayent de s'y identifier. Ok. Je crois que ça marche parce que justement vous avez beaucoup de retours tu nous disais à propos de cette série là, c'est important pour toi que l'art fasse avancer, aide à la libération de la parole, et notamment je crois que vous avez beaucoup de témoignages de jeunes qui ont fait leur coming out, c'est ça, après cette saison 3? C'est ça, et je l'ai déjà dit mais je le redis, mais on a commencé le scam vraiment, on s'est regardé avec Maxence en disant mec, si jamais on peut aider ne serait-ce qu'une personne, on aura tout gagné. Et donc je me souviens très bien les premiers messages qu'on recevait qui étaient en ce sens-là. On s'envoyait, enfin même les premiers, on pleurait avec Maxence, on avait des larmes aux yeux et on s'appelait ou on s'envoyait des messages même avec David en disant mec, on a réussi en fait. Et c'était le plus beau des cadeaux et la plus belle des récompenses, si on peut. J'aime pas le terme récompense, mais c'était bouleversant pour nous en tout cas. Puis pareil, il y a ce truc où au théâtre c'est l'absolu du moment présent. Je veux dire, t'es traversé par une émotion avec la salle ensemble, et cette émotion-là, tu ne la revivras plus jamais alors que quand tu essayes de vivre à une échelle de fiction au cinéma, ton personnage, déjà tu sais pas comment ça va être monté, tu sais pas ce que ça va rendre à l'image, tu sais pas tout ça, et donc je veux dire, tu sais d'autant plus pas si la personne et si ça va trouver écho dans la vie d'un spectateur. Et tout à coup, de voir des gens qui arrivaient à se projeter et à se sentir concernés et touchés par l'histoire de nos personnages, c'était bouleversant pour nous. C'était vraiment bouleversant pour nous, quoi, pour le coup. Ça a eu de l'impact, Elsa? Au début, ton personnage, notamment, il dit oui, moi je suis pas une folle dans la saison 3, etc. On sent qu'il est un peu en conflit avec son identité, sa sexualité. Comment t'as abordé cette partie-là de ton personnage ? D'une manière très naturelle, en partant du principe que moi aussi j'ai été perdu dans mon identité, moi aussi je me suis paumé, moi aussi il y a des moments où j'ai prétendu être quelqu'un parce que j'avais envie d'être cette personne, mais au fond j'étais rattrapé peut-être par ma nature ou du moins par qui j'étais réellement. Et je pense que c'est un peu, même à nos âges et même tout au long de notre vie, on va être confronté à cette perte, du moins à cette évolution d'identité. Et non, pour le coup, je me suis pas posé cette question-là. J'ai été plutôt, ouais, c'est un personnage qui se perd et qui est paumé, mais comme j'ai pu l'être et comme je peux l'être encore aujourd'hui, ça m'arrive. Et voilà, de raccorder à ces sentiments-là le personnage. Ouais, si je peux me permettre, je trouve que cette évolution est très belle, le fait qu'il s'affirme de plus en plus au fil de la saison 3. Et c'est là où je trouve la saison 3 très complète et très intéressante et très complexe. C'est que cette affirmation de soi-même est nourrie constamment par les personnages secondaires, par les amis, par la famille, par le regard des autres, par les réseaux sociaux aussi. Et je trouve ça très juste aujourd'hui, parce que je pense que on néglige parfois l'impact de l'extérieur des médias, de ce que tu peux lire sur les forums, sur les réseaux. On a tendance à négliger ça, et à quel point ça peut être troublant et à quel point ça peut biaiser et freiner la construction d'une individualité et d'une identité, que ce soit sexuelle ou familiale ou d'une identité. Ouais, et le mode de diffusion, le fait que ce soit diffusé en temps réel, bien sûr on peut voir les épisodes en entier tous les vendredis, mais cette diffusion en temps réel, ça change quelque chose, tu penses, dans le rapport des spectateurs à l'œuvre? Ça leur permet encore plus de s'identifier, de suivre quasiment au même moment ce que vivent les personnages auxquels ils s'attachent? Oui, en tout cas je vais parler pour moi, parce que ce qui est assez
On a tourné Scam, après pendant 2 mois, Maxence lui il a tourné Le Diable au cœur, moi je tournais Slalom. Et en fait on a totalement oublié, enfin pas oublié, mais je veux dire, vu qu'on a tourné dans le désordre et que on n'a pas vu les épisodes avant que ça sorte, on était immergé un peu avec les spectateurs dans cette attente là. Et au-delà du fait qu'on attendait les épisodes parce qu'on avait hâte de voir le rendu, on avait hâte surtout, enfin moi il y avait des moments où j'avais hâte de voir... parce qu'en plus j'oubliais à quel moment ça sortait, donc si tu veux, si le vendredi ils s'engueulent, j'étais là mais putain, mais quand est-ce qu'ils vont se réconcilier, parce que je vois à peu près la scène, et puis il y avait des trucs que tu avais tendance à oublier, et en tout cas ça immerge dans un sentiment d'attente et d'attente et de vouloir savoir la suite, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Et puis ça utilise aussi les codes, que ce soit les réseaux sociaux, nos personnages ont des comptes Instagram. Je pense que ça utilise les codes sociétaux et des jeunes d'aujourd'hui et les moyens de communication des jeunes d'aujourd'hui. Et c'est très bien intégré et pas du tout dans le cliché. Je suis pas objectif, en essayant d'être objectif, c'est vraiment... J'aime énormément cette série aussi là, et ça rejoint un peu le côté réaliste de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'au-delà de la fiction, je pense que le moyen et le mode de diffusion sont connexes avec ce dont vivent les jeunes aujourd'hui, ce que vivent les jeunes aujourd'hui. Et tu parlais de Slalom dans lequel tu seras à l'affiche, tu peux nous raconter rapidement quelle est l'histoire de ce film? C'est une emprise, c'est ça? C'est l'histoire de Lise qui a 15 ans et qui rentre dans un club de ski et qui s'oublier elle-même et est confrontée à une relation toxique, perverse et malsaine avec son entraîneur. Et toi, tu joues dedans? Et moi, je joue un des jeunes du ski club. Et c'est bouleversant. J'en parle, je fais attention à mes mots parce que c'est un film qui m'a bouleversé et que j'ai adoré. Déjà, le scénar est exceptionnel, et puis la réalisatrice est géniale. Je trouve que c'est pareil, ça rejoint une mouvance de jeunes réals qui aujourd'hui assument des longs plans séquences, des longues séquences de regard, un rythme différent des rythmes conventionnels du cinéma d'aujourd'hui. Enfin, si tant est que le cinéma conventionnel soit le cinéma d'aujourd'hui, mais ça assume des ellipses, des moments de jeu très réalistes, et vraiment il y a ce sentiment viscéral d'impuissance qui est très très fort, et puis ça ouvre surtout, je pense, beaucoup les consciences sur ce que peuvent vivre les femmes et même les hommes aujourd'hui, et les rapports de pouvoir aussi. Enfin, j'aime pas le terme chouette, c'est vraiment un film superbe auquel je suis très très fier de faire partie, même si j'ai pas un gros rôle. Enfin, je dis ça pour pas que les gens s'attendent à me voir beaucoup, si tant est que des gens s'attendent à me voir mais vraiment je vous conseille d'aller voir ce film, et qui est vraiment quand il sortira en salle, on espère le plus vite possible aller voir Slalom. Vraiment. Et autre série dans laquelle tu seras, Plan B, c'est ça, diffusée sur TF1. C'est ça. Qui parle d'une histoire d'un drame, une mère qui perd sa fille, ça, qui se suicide et qui va voyager dans le temps, si j'ai bien compris. Très bien renseigné, Aurélien. C'est ça. Ouais. Et c'est beaucoup plus profond que ça puisse paraître. Là, j'ai résumé en plus vraiment. En fait, c'est deux films, enfin là c'est une série, mais qui sont très actuels, je pense. Plan B notamment dans ce rapport qu'on a au passé. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux, avec le rapport sociétal qu'on entretient au passé, on juge beaucoup les gens par rapport à leur passé, par rapport à leur prise de parole, par rapport à leur définition, alors que justement le message de Scam, c'est que c'est pas parce qu'on se définit à un instant T qu'à l'instant T plus 1 on sera le même. Et on a tendance à beaucoup parler du passé. Pareil, ça parle aussi des erreurs, à quel point ça peut être violent et compliqué d'être une mère, d'essayer de tout donner à son enfant et pourtant de ne pas s'oublier. C'est une chouette série auquel je suis très fier de faire partie aussi. Et toi, si tu pouvais remonter le temps pour aller rencontrer quelqu'un, par exemple, tu irais rencontrer qui? Mon grand-père. Ton grand-père, ouais. Je l'ai déjà rencontré, mais pourquoi pas aller reboire un verre avec lui, ouais. Okay, mais après, je suis pas dans les enfin, je suis pas le mec qui se jette des fleurs, mais j'ai pas pour moi, ça sert à rien de remonter le temps, et enfin ça sert à rien. Je préfère être dans le moment présent. D'accord. Et me dire que ce qui est arrivé et que ça a un sens, à moi de le trouver. Plutôt que de me dire j'ai des regrets. Non, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, et ce qui compte c'est pas de faire des erreurs, c'est d'en tirer des leçons positives et d'en faire des expériences positives.
Et il n'y a pas d'erreur, c'est plus des expériences. Je vois ça comme des expériences. Et justement, dernière question, si tu devais donner un conseil à Axel de 10 ans, tu lui dirais quoi comme conseil? Silence. De rester le même Ouais. et et d'oser se tromper, d'oser C'est faire ça. des expériences, d'oser et de profiter des gens qu'il aime et de croire en lui un petit peu et de se remettre en question, de continuer de se remettre en question. Je pense que c'est une grande qualité d'un homme. Oui, bien sûr. non D'un mais humain. vous avez compris, D'un humain. d'un humain. Homme grand H. Ouais, non, vraiment. Non, mais je fais attention. Non, mais c'est vrai. Enfin, attention, pas à ce que vont dire les gens, mais à ce que ma pensée soit justement bien compris. comprise. Mais ouais, je sais pas, vous diriez quoi, vous, Aurélien d'il y a 10 ans? Je sais, non, mais peut-être un peu la même idée, quoi, parce que Le mec, il se mouille moi, pas. exactement comme toi. Non, Pareil. mais je pense effectivement de pas, je sais pas, de rester fidèle à soi-même et et finalement de faire des erreurs aussi, parce qu'on apprend de ses erreurs, et c'est un peu ce que tu disais. Et donc autant échouer, car on en ressort, on grandit un peu de ses échecs. Et vous? Moi, je dirais d'être un peu moins angoissée sur l'avenir quand même. Ah ouais? J'étais très angoissée et plus je grandis, plus je me dis on verra ce qui se passe. Et pourtant, il y a un C'est cor- très actuel, en il y a un plus. coronavirus, tout ça, bon, tant pis, hein, jab. On verra C'est dans génial. un an. Non, mais parce que quand on s'angoisse trop à préparer l'avenir, puis rien ne se passe comme on prévoit et puis donc du coup, faut se laisser porter. Et Gabriel? Bosse plus à l'école. Hein. Ah Genre, ouais? Mets-toi un petit coup de pied au cul de temps en temps. hein. Mais non, Ça regarde, pourrait t'es pas là, être ça Le- s'est super bien passé. Le conseil de Daron, Ouais, bosse mais plus à si. l'école, mon enfant. Non, mais plus sérieusement, enfin de pas avoir peur aussi d'un peu de toi-même, quoi. Moi je sais que quand j'étais petit, j'avais peur de tout casser, j'avais peur de parler trop fort, j'avais peur de machin. Puis n'aie pas peur de ce que tu peux avoir et puis de ce que tu peux être. Et puis au pire, si ça casse des choses, c'est pas grave. Il y en aura d'autres qui vont apparaître, il y en a d'autres qui vont changer. Et puis si ça casse rien, c'est que t'aurais dû le faire, quoi. Est-ce que ça a prouvé, Axel? Pardon? Est-ce que tu approuves ce message? Mais oui, carrément. Il a résumé genre tout ce qu'on a dit, mais d'une manière tellement plus. Bien synthétisé, bien joué. Ouais, c'est super. Merci. Bravo, Gabriel. Super. Bon travail. Merci beaucoup, Axel, Merci à vous, d'avoir été c'était avec chouette. nous. Ça nous a fait très plaisir. Ton questionnaire Spielberg sera diffusé dans une semaine précisément. L'occasion de découvrir tous tes goûts cinéma, même d'en savoir plus encore. Pour l'avoir déjà enregistré, vous allez tout apprendre d'Axel Orient dans ce questionnaire Spielberg. En tout cas, de Ma ses vie goûts est cinéma. résumée en un questionnaire Mais Spielberg. est-ce que Merci, finalement Aurélien. nos choix cinéphiliques ne pourraient pas cartographier notre être? Je ne sais pas. Je pose ça là. On n'a pas compris ce que j'ai dit. Si, j'ai Si, compris. On l'a compris, mais on réfléchissait à. Ouais, ouais. Mais Et- c'est, et- Est-ce qu'on est ce qu'on regarde en Est-ce fait que notre personnalité pourrait se définir par les films qu'on aime, les films qui nous font peur, pleurer, tout ça? C'est une vraie Vous avez question. 4 heures. Vous avez ce que je veux dire, exactement. Bonne chance à vous. Voilà, merci encore une fois à toi. Merci Je à rappelle vous. Merci. qu'on te retrouve dans Scam France, dans les saisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, disponibles sur France TV Et Stage. je vous conseille la saison 7 Saison qui 7 vient de disait- sortir. Alors, on n'est plus dedans, enfin en tout cas. diffusée actuellement. Ouais. Avec Lucifer Day qui est vraiment exceptionnel. Ouais, grande comédie. j'ai commencé à regarder, c'est très C'est intéressant vrai. aussi, mais ouais, vraiment. Puis C'est- c'est il y a un renouveau qui est C'est ça. assez. Et en restant fidèle au passé quand même, avec des personnages notamment Basile qui est toujours là en récurrent, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je sais pas. Non mais je sais pas. Il est Je l'ai temps. vu dans l'épisode 1 et Ouais, du c'est coup ça. je sais pas quelle place il va avoir dans Ah, les d'accord. autres épisodes. Bon, bah, mais- je crois que voilà, peut-être qu'il reviendra. Ok, bah voilà. Merci beaucoup. Faisons des erreurs les gars. Merci. Osons Oui, nous voilà, tromper. pour nous. Allons-y. Merci à tous nos clappeurs Merci. aussi. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Merci à Pauline et Margot qui sont derrière les caméras et qui nous permettent d'enregistrer cet épisode dans les meilleures conditions. Vous, n'oubliez pas de liker le Il podcast. sort de la Sorbonne. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5 et vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série et activer la cloche pour découvrir tous ces épisodes en version filmée. À vendredi, d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.